intitulé The Need for Ethical Hacking. Pourquoi les entreprises ont besoin d'employer des ethical hackers. Donc, avec vous, Abdelmalek Najir, je suis fondateur de l'entreprise Anadvice. Je travaille aussi chez AQEQ Group en tant que IT Security Compliance and Threat Intelligence Officer. En fait, j'ai un parcours en fait un peu focalisé sur tout ce qui est Information Security, notamment tout ce qui est ISO 27001 et compagnie. Et avec moi, Algis. Bonjour, désolé. Je m'appelle Algis Kivirsis, je suis conseiller principal chez les services EthiSecure à Montréal au Canada. Je fais l'accompagnement de projet, formateur, panéliste, bouche-trou. J'aide les organisations à rencontrer les objectifs au niveau de la sécurité de l'information. Bonjour, Christophe Mazola, je suis expert en cybersécurité. J'officie à mon propre compte sous le nom Celas Consulting où je travaille pour une société qui s'appelle Imio afin de diriger la roadmap cybersécurité pour tous les pouvoirs locaux en Wallonie. Et je travaille également pour Approach Belgium, qui est une société active ici en Belgique, où j'officie comme CISO externe pour deux sociétés, Mobile Expense et la SAPCA. Voilà. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on va essayer de voir les définitions de l'ethical hacking. Quelles sont les options que les entreprises peuvent avoir pour bénéficier de ces services-là. Et en fait, ensuite, on va parler des avantages, des inconvénients et aussi des challenges pour l'ethical hacking. Et si on a le temps, on peut aussi parler un peu des mythes, des fallacies autour de l'ethical hacking. Je commence par ordre alphabétique. Et donc, Alice, est-ce que tu pourrais nous dire en plus sur c'est quoi l'ethical hacking? C'est une très bonne question. Peut-être c'est à cause de ma géographie en Amérique du Nord, mais quand le thème de ethical hacking est abordé, il faut tout de suite poser la question, OK, que voulez-vous dire? Il faut couramment reposer la question, clarifier les mandats, clarifier les attentes. Mes impressions et les impressions de mes clients, de mes pairs sont souvent différentes. Donc, je pense, d'après moi, et j'ai certainement tort, pour moi, l'ethical hacking, c'est un mandat qui est un peu plus une question de retroussement de manches, où est-ce qu'il y a des experts qui s'en vont suite à des analyses qui sont plus lancées de façon technologique, avec l'outillage, pour faire un recensement initial des solutions qu'ils doivent analyser. Suite à ce recensement-là, utiliser les outils, les types d'outils comme Nmap et Nessus pour savoir quels services sont en place, quelles vulnérabilités sont bel et bien en place, pour ensuite voir, OK, on s'y lance, on rance, on fait une intrusion, ou bien on essaie de le faire et on a un mandat limité pour quelques jours, quelques heures, dépendant du mandat. Et ensuite, bien là, comme client, on attend un rapport, on veut avoir de quoi qui est tangible, et par la suite, on agira sur les résultats. Donc, mon interprétation de mandat classique d'ethical hacking, c'est vraiment beaucoup plus qu'une exécution simple d'outils, que quelqu'un pèse un gros bouton rouge, génère un document de 1000 pages, il te dépose ça en échange de quelques 10 000, 20 000 euros. C'est plus ou moins ça pour moi. Merci beaucoup, Algis. Christophe, est-ce que tu peux nous en dire plus? Par exemple, en fait, les types d'ethical hacking, est-ce que le pentest n'est juste une partie ou bien c'est voilà? En fait, si on peut résumer le ethical hacking ou le piratage éthique, on peut considérer ça comme un accès, plutôt une tentative autorisée d'avoir un accès, d'obtenir un accès non autorisé. Donc, on va utiliser plusieurs techniques. Donc l'ethical hacking, c'est vraiment, on va dire, le terme valise de la discipline. Et là, à l'intérieur, on va retrouver plusieurs activités. Le premier, c'est quelque chose de très théorique qui va être un audit de sécurité. C'est une branche du ethical hacking où là, en fait, on va benoîtement contacter les sociétés, faire un audit, une évaluation de la situation
pour pouvoir après apporter tout un tas de suggestions pour améliorer la sécurité. C'est une des premières, en tout cas une des étapes du ethical hacking. D'accord, merci beaucoup. Donc, deuxième question, comment les entreprises peuvent bénéficier de ces services-là? Est-ce que, par exemple, c'est à travers l'embauche des gens, des ethical hackers? Est-ce que, par exemple, des prestations? Donc, Alvis? Non, vas-y. Je te laisse la parole. Pourrais-tu répéter la question? Je ne m'attendais pas à répondre en premier. Oui, d'accord. Donc, pour bénéficier des services de l'ethical hacking, ou bien pour se faire aider par des ethical hackers, quelles sont les options possibles pour un organisme? Une entreprise, par exemple, une institution. Est-ce que c'est, par exemple, juste l'embauche interne des profils ethical hackers? Est-ce que des prestations, freelance? Je pense que ça dépend de l'organisation et de leur grandeur et s'ils ont les compétences à l'interne pour pouvoir exécuter ces types de tests-là. Moi, ces jours-ci, je travaille surtout pour des plus grandes organisations, pas pour des PME. Évidemment, les petites et moyennes entreprises n'auront peut-être pas les moyens de pouvoir le faire. Cependant, il y a des frameworks comme celui pour le PCI, pour le traitement des numéros de carte de crédit, qui exigent que les audits externes se font. Donc, il faut aller chercher de l'externe, soit à la pige ou soit demander une société spécialisée pour effectuer le mandat. Moi, présentement, pour travailler pour un opérateur en mobilité, au Québec, ils ont une équipe à l'interne, mais quand même, il y a un vouloir organisationnel de balancer les choses. Donc, s'ils ont exécuté de quoi à l'interne l'année passée, bien là, ils vont aller chercher quelqu'un à l'externe. Et moi, personnellement, mon impression, c'est qu'il y a une très grande valeur à aller chercher une nouvelle paire de yeux, une nouvelle paire d'oreilles pour effectuer un mandat, parce que malheureusement, souvent est le cas, on mandate la même organisation d'une année à l'autre. Peut-être on va recevoir des rapports qu'on est habitué à voir, mais malheureusement, on risque d'avoir le même contenu. C'est peut-être l'habitude. Christophe? Si je peux rajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire, oui, un des conseils que je pourrais donner si une société est intéressée pour faire du ethical hacking, peu importe le type de ethical hacking, et il y a d'autres manières de le faire que les sécurités d'audit, on peut en reparler après, c'est de ne jamais être marié au même prestataire. C'est-à-dire qu'en tant que CISO, une des premières règles que j'établis en arrivant dans une société, c'est de changer la policy liée au penetration test et de dire que tous les 2 rapports de pentest, je dois changer de prestataire afin de ne pas tomber sur les mêmes rapports, les mêmes findings, parce que d'un prestataire à un autre, d'un expert à un autre, d'une méthodologie à un autre, on trouvera différents résultats. Merci beaucoup. Ok, donc, et pour en fait chaque option, donc, on a parlé d'embauche des profils, on a parlé des entreprises, des prestataires par exemple. Donc, quels sont les challenges, quels sont les avantages et inconvénients de chaque option? Je te permets de commencer. Tu es très gentil. Si on regarde dans un premier temps par rapport aux sociétés, à l'embauche d'un ethical hacker ou d'un white hat ou d'un hacker éthique en interne, la première chose que je vois, c'est véritablement la gestion des rapports et des données brutes qui sont trouvées. D'expérience, je remarque que lorsqu'il y a des tests de pénétration qui sont effectués, du ethical hacking d'une manière générale, un des points faibles avec les sociétés avec lesquelles je peux travailler parfois, même des sociétés très connues, c'est la gestion des documentations, la gestion des rapports, des données brutes. Parce qu'in fine, on autorise une société à avoir accès à nos serveurs, à manipuler nos données, à collecter nos données, mais qu'est-ce qu'elles font après? Comment sont-elles protégées? Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut facilement gérer quand on a un ethical hacker en interne. Un autre, c'est effectivement un autre point fort, c'est la connaissance du contexte. C'est-à-dire que quand on va recevoir un rapport de pentest, il y a le contexte également. C'est pas simplement dire ok, il y a une vulnérabilité sur ce système-là qui peut introduire telle ou telle conséquence. Il y a aussi la connaissance du contexte, parce que cette vulnérabilité peut être excessivement critique. Mais si elle est cachée derrière une dizaine de serveurs et qu'il faut avoir accès à une dizaine de vulnérabilités qui sont peut-être beaucoup plus faibles avant d'arriver à cette vulnérabilité qui pourrait casser la société, on se dit que cette vulnérabilité critique ne pourrait être pas si critique que ça et donc pas forcément être une priorité.
C'est en tout cas deux des premiers avantages que je vois à embaucher un hacker éthique en interne. Est-ce que tu vois d'autres avantages? J'ai déjà vu dans le passé que des employés ou des sous-traitants à l'interne reçoivent des pressions de la part de gestionnaires ou de responsables, d'administrateurs, d'agir gentiment. Je ne veux pas perdre mon emploi. Je n'ai pas eu l'opportunité de faire ce que je devais faire. J'ai d'autres priorités. On était une équipe de 4. Je suis tout seul. On s'entend que ces jours-ci, certainement dans certaines places dans le monde, il y a une grande pénurie de main-d'œuvre. Et justement, ces gens-là savaient qu'ils avaient des faiblesses. Ils les voyaient de loin. Ils savaient de l'avance que seraient les résultats qu'ils allaient être reçus. On leur donnait des nouvelles qu'ils connaissaient déjà. Et c'était une question de conformité plus que de la sécurité. Pourquoi ils ont reçu ces rapports-là? Parce que c'était une obligation contractuelle ou normative. Et le défi avec ça, avec les gens à l'interne, c'est qu'on reçoit ces pressions-là et on a un dilemme. Et que faire? Au bout de la ligne, il faut agir d'une façon professionnelle. On compte notre mandat, que ce soit une personne à l'interne ou un sous-traité externe. Mais le défi que je vois, c'est il peut y avoir des pressions à l'interne et avec les pressions viennent peut-être un peu trop de souplesse quand vient le temps de générer des rapports. On s'entend quand c'est un mandat d'intrusion ou du ethical hacking, du white hacking, on s'attend à des réponses. Hein? On veut des analyses, just the facts, comme ils disent en anglais. On ne veut que les faits. Et souvent, on ne veut pas de recommandations, mais parfois, on se les fait demander quand même. Et le fait qu'il faut respecter parfois leur réalité, mais là, ça introduit un niveau d'obfuscation de ma part. Et je pense que ça complique la situation. Pour les externes, ils ont un peu plus de liberté à dire les vraies choses sans être trop influencés avec la politique interne. D'accord, donc en fait, je retiens ton point, Christophe. Tu viens de parler des vulnérabilités qui sont cachées, voire protégées. Par exemple, des fois, on a des vulnérabilités qui exploitent des protocoles qu'on peut désactiver, par exemple, oui. Mais en fait, donc, on nous a enseigné à l'école que la sécurité d'une entreprise ou d'un organisme est mesurée par le maillon le plus faible. Donc, est-ce que tu penses que si on arrive, par exemple, à trouver une vulnérabilité qui est cachée, qui est peut-être protégée par une mesure de sécurité, mais qui est toujours là, est-ce que ça ne fait pas un danger pour l'entreprise? Toute vulnérabilité peut être un danger pour une entreprise. Cependant, il y a aussi le contexte. Effectivement, si c'est une vulnérabilité qui peut être très critique et qui est facile à corriger, effectivement, ça serait plus de la paresse qu'autre chose de se dire bah, ok, on laisse tomber, on passe à autre chose, on a d'autres priorités. Cependant, si on part sur une analyse de risque, parce que c'est un peu la base de la manière dont on peut gérer les vulnérabilités ou nos procédures, c'est quel est le risque qu'un attaquant potentiel puisse utiliser cette vulnérabilité au sein de l'entreprise. Quels sont les risques ou quelle est la chance qu'il peut avoir. Si la chance est tellement minime, est-ce que et que l'effort demandé auprès de la société ou des développeurs ou que sais-je pour résoudre cette vulnérabilité est trop important, quel est l'intérêt de passer du temps et d'investir de l'argent pour résoudre cette vulnérabilité. Donc tout est une question de bénéfice et coût dans la balance. D'accord, merci beaucoup. Et en fait, auparavant, on parlait juste du employé interne ou externe, mais dans externe, en fait, est-ce qu'il y a une différence entre freelancer et entreprise, un prestataire qui se respecte? Donc les avantages, les inconvénients. Pour moi, je vois un bénéfice énorme à aller avec un spécialiste. Un freelance, oui. Et la raison, au moins encore, c'est possiblement à cause de ma géographie, mais les plus grandes entreprises, quand ils reçoivent un mandat de White Hat ou d'ethical hacking, plus souvent que non, ils privilégient énormément leur méthodologie. On leur donne un mandat, on leur donne X heures, X jours, X semaines pour effectuer un mandat et on n'a aucune idée qu'est-ce qu'ils ont fait.
Un pigiste, un spécialiste, par contre, plus souvent que non, au moins chez moi, ils sont beaucoup plus ouverts à partager qu'est-ce qu'ils ont fait, quels outils, comment ils ont fait de la reconnaissance, combien de temps qu'ils ont pris pour faire ceci, cela et autre. Les deux types d'organisations ou les deux types de mandats, je les vois comme étant très bons au niveau de garder le client au courant. Je suis rendu jusqu'ici, j'ai un bloquant, ils ne se traînent pas la patte, ils ne se tournent pas les pouces, ils font ce qu'ils ont à faire et ensuite ils passent à d'autres choses. Mais pour moi, je vois une très grande valeur à savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, quelle est leur approche, pour que je puisse l'apprécier et pouvoir peut-être prendre des décisions par après, dans une année subséquente, pour voir, OK, maintenant, peut-être on ira avec une autre approche, peut-être on risquera de trouver d'autres choses. Christophe? Oui, alors il y a effectivement d'autres aussi bien bénéfices que d'embaucher, enfin bénéfices ou des challenges que d'embaucher un freelancer. Un des gros challenges que je peux voir, c'est en fait, on parle juste des avantages et inconvénients des freelancers par rapport aux prestataires. Donc. Ok, d'accord. Un des désavantages pour moi justement des freelancers par rapport à la société de consultance, c'est qu'un freelancer qui n'est pas forcément connu sur le marché aura peut-être plus de mal à ce qu'une entreprise lui fasse confiance, parce qu'on va donner un mandat qui est très précis, qui va être très sensible pour la société, et ce n'est pas un mandat et des autorisations qu'on peut donner à n'importe qui au premier venu. Et si un ethical hacker n'a pas un minimum de référence sur le marché, il aura beaucoup de mal à se vendre auprès d'une entreprise qui souhaite obtenir ce type de service. Là où une société qui a, on va dire, pignon sur rue, qui peut se vanter d'avoir un certain nombre de clients, là aura plus de facilité à vendre ses services. Si vous me permettez d'ajouter, oui. Un bénéfice supplémentaire pour aller chercher un pigiste, un freelancer, est le fait que quand on passe cette personne-là en entrevue, au préalable, pour faire une sélection de qui complètera le mandat, la personne qu'on passe en entrevue comme freelancer risque d'être la personne qui va effectuer le mandat. Donc, on leur pose la question, on essaie de comprendre leur approche, comment les communications vont se faire, et on sait quand le temps viendra que ça risque d'être cette personne-là. Tandis qu'une plus grande organisation, surtout les beaucoup plus grandes, peut-être ceux qui sont spécialisés dans le domaine financier, et je m'excuse à l'avance à ceux-là, ceux dans la salle qui peut-être travaillent pour des Big Four ou les équivalents. Mais souvent, ce que je vois avec ce type de mandat-là, quand on arrange de quoi avec une grosse société, on discute avec un spécialiste et au bout de la ligne, quand le temps viendra, on reçoit quelqu'un de junior qui est là pour quasiment peser un bouton. Il consulte un spécialiste à un moment donné et la qualité du contenu est peut-être un peu plus à découvrir, disons. Donc, avec une grande société, par contre, il risque d'avoir une méthodologie, même si elle est voilée, on risque d'avoir quelque chose qui a du contenu comme rapport, avec des niveaux de code de sévérité, de probabilité, des couleurs, qui risquent de nous parler beaucoup plus qu'un rapport d'un freelance, d'un pigiste, que là, peut-être la documentation risque de ne pas être trop utile. Donc, il y a certainement des pour et des contre, et c'est pour ça qu'au moins dans mon expérience, ça vaut la peine de basculer peut-être d'une année à une autre. Est-ce que tu ne vois pas que, par exemple, une entreprise peut avoir plus de professionnels, des pentesters, qui peuvent faire des audits l'un après l'autre, par exemple, et donc trouver plus de findings? Parce que sinon, si on prend un seul freelancer, il va trouver des findings, oui, mais peut-être que... C'est pour ça que je pense qu'il y a une grande valeur de changer les organisations, et ça a l'air que c'est un des thèmes que moi je retire pendant cette discussion-là. Mais on s'entend que surtout les plus grandes organisations, quand on s'habitue avec quelqu'un, on est heureux avec les résultats. Les résultats, ce n'est pas nécessairement le contenu, mais c'est le contenant, le type de rapport et comment on peut les utiliser. C'est difficile de s'en défaire. Merci Algis. Christophe, donc on a parlé de freelancers, des profils en interne, des prestataires.
Est-ce qu'il y a d'autres possibilités, est-ce qu'il y a d'autres options pour une organisation pour bénéficier de l'éthical hacking? Des plateformes, par exemple. Oui, en fait, en préparant cette conférence, je me suis rappelé au bon souvenir de deux possibilités supplémentaires. Une qui est assez connue du grand public, qui fait parfois la une des journaux, c'est les programmes de bug bounty, où en fait, certaines, surtout les grandes sociétés, vont annoncer et mettre des récompenses en disant, ben voilà, si vous trouvez des vulnérabilités, contactez-nous, on vous récompensera. C'est une approche qui peut être risquée parce qu'en fait, c'est en gros attaquez-nous et puis on voit comment on peut vous récompenser. Il y a souvent des grilles de tarifaires qui sont mises en place. Récemment, Shopify, par exemple, pour ne citer que, ont augmenté leur récompense à $100 000 pour ceux qui arriveraient à trouver une faille critique sur leur programme, ce qui peut être très intéressant. L'autre option que j'ai trouvée, c'est quelque chose qui est un peu plus passif, qui est mettre en place des politiques de divulgation de vulnérabilité qu'on peut retrouver dans deux normes ISO. Je sais que chez PECB, on aime bien les normes ISO. Il s'agit des normes ISO 29147. Désolé, j'ai pris des notes parce que celles-ci, je ne les connais pas par cœur. Donc il y a la ISO 147 et la 30111 qui sont en fait dédiées aux gestions des vulnérabilités. Et donc, il conseille de mettre en place ces politiques de divulgation de vulnérabilité. Donc, c'est mettre en place un canal de communication sécurisé entre des potentiels hackers, on va dire ça comme ça, et la société, pour leur dire, ben voilà, c'est au bon vouloir du hacker ou de la personne, en tout cas bien intentionnée, de déclarer ces vulnérabilités, même si le bon vouloir ne fait pas tout et que c'est quelque chose de passif. Et donc, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de réponses via ce canal-là, mais ça fait partie des bonnes pratiques à mettre en place. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu veux continuer parce qu'en fait, tu as déjà commencé par les challenges de ces deux options-là. Donc, quels sont les challenges pour les autres options? Donc, les freelancers et les entreprises internes. Tu peux répéter la question? Donc, pour chaque option, par exemple, pour les profils internes des ethical hackers, quels sont les challenges qu'ils ont pour faire leur mission, par exemple, et pour l'organisation de toute façon. Donc, si on prend en compte donc, les hackers en interne, on en a parlé par rapport à d'autres, que ce soit par rapport aux freelancers ou par rapport aux sociétés, c'est le renouvellement des méthodologies. Et il n'y a pas qu'un seul type de hacker. De facto, avoir un seul ethical hacker au sein de votre entreprise fait que vous allez être toujours sujet plus ou moins aux mêmes méthodologies, à la même manière de travailler. L'autre challenge, c'est qu'avoir un ou des ethical hackers ne vous empêche pas de devoir passer par des prestataires externes pour certains types de services. Si vous êtes une société qui travaille dans un certain secteur ou qui a énormément de clients et des gros clients, vous devez faire face à certaines demandes de la part de vos clients ou certaines obligations dépendant de votre secteur d'activité, d'avoir des pentesters externes qui viennent essayer de vous pirater. Et donc ça, c'est quelque chose, un coût supplémentaire en plus d'avoir des hackers en interne. Merci beaucoup. Alex. Bon, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce thème-là. J'ai les mêmes impressions à ce niveau-là. Pour les organisations qui ont l'opportunité d'avoir des équipes à l'interne, ainsi que l'opportunité d'aller chercher un coup de main d'un tiers, une grande valeur d'avoir des impressions et des résultats qui proviennent de plusieurs perspectives. Certainement avec les gens qui sont à l'interne. Si on a une équipe ou au moins un ou une spécialiste comme White Hat, mais là, le bénéfice de leur base, c'est qu'ils connaissent mieux l'organisation. Quand ils connaissent mieux l'organisation, ils savent où aller chercher, tandis qu'une prestation à l'externe, mais là, ils doivent découvrir où aller, ils vont faire de la reconnaissance et ils auront une période prédéterminée à trouver de quoi. Tandis que quelqu'un peut-être à l'interne aura un peu plus de souplesse, au moins de ce que j'ai vu, moi, personnellement. Et s'ils voient que ils ont besoin peut-être un peu plus de temps,
ou s'ils voient qu'ils sont peut-être biaisés parce qu'ils savent, ben regarde, je sais très bien, je dois vérifier parmi ces 5 systèmes-là, il faut que je regarde ces 5-là. Mais je sais que le deuxième, lui, il y a des problèmes. C'est des joyaux de la couronne, des données de très grande valeur là-dedans. Je devrais mettre un focus là-dedans. Il y a une vulnérabilité là-dedans que je dois exploiter, mais malheureusement, c'est développé à l'interne. C'est pas une solution externe qu'on a acquise. C'est pas une bonne base de données relationnelle. C'est une application web. On n'est pas outillé à ce niveau-là. Je sais que c'est vulnérable, mais on veut... Le gestionnaire veut le voir. Il ne veut pas simplement recevoir un rapport qui dit qu'il est vulnérable. Il veut une démonstration. Mais c'est plus difficile peut-être à faire pour une solution développée à l'interne. Ça prend une approche beaucoup plus artisanale que d'avoir un outil sur un système d'exploitation Unix qui, on se trouve un Metasploit, on pèse un bouton, on monte ça dans 10 minutes, que la solution est exploitable et on est capable de lire une donnée. Donc, ça, c'est peut-être une considération à prendre aussi, c'est le fait que les applications développées à l'interne ou confiées à des tiers, quand vient le temps de rencontrer les vouloirs organisationnels, leur vouloir, que ces gens-là sont curieux. Je ne veux pas seulement le savoir, je veux le voir. Parfois, ça prend une approche de quelqu'un à l'interne que les autres auront peut-être un peu de temps ou sauront qui contacter pour pouvoir démontrer les défaillances pour qu'ensuite l'organisation puisse agir. Merci beaucoup. Donc, pour en fait les internes, donc pour l'organisation, je pense que on aurait des challenges type la montée en compétence de ces ressources, par exemple. Mais pour les individus, en fait les employés, est-ce que par exemple, tu ne vois pas que le conflit d'intérêts pourrait être un challenge, par exemple? Ah, c'est absolument énorme. Oui. Oui. C'est inévitable. C'est des choses que je me souviens le plus. C'est justement ces défis-là, quand on a des collègues à l'interne, quand on les connaît, et qu'eux autres, c'est jamais... surtout, comme j'avais mentionné il y a quelque temps, qu'on connaît déjà les défaillances, on est mandaté à trouver quelque chose qu'on sait déjà où il est le bobo. Ça risque à entraîner des difficultés par après à l'interne et peut-être des gens qui étaient beaucoup plus ouverts dans le passé à communiquer des défaillances pour qu'on puisse les corriger. Il y a possibilité qu'ils soient un peu moins ouverts après ça. D'accord. Et pour un freelancer, Christophe, donc quels sont les challenges? Donc toi, tu es par exemple freelancer, tu es en mission pour le ethical hacking, soit pentest ou security assessment. Quels sont les challenges pour toi? Bonne question. Parce que je commence si tu veux. Par exemple, moi, auparavant, donc, je travaille avec un client et en fait, j'étais pour faire du pentest. Et le client, il m'a donné un switch comme ça, branché avec un câble électrique, et voilà, donc aucune connexion, ni VLAN, ni rien. Donc il m'a dit, ok, tu scannes. Voilà. Christophe? Ben, je dirais, d'un point de vue de l'entreprise, une fois de plus, c'est un des challenges, ou en tout cas un des problèmes qu'il peut y avoir, c'est que la connaissance ingérée par ce freelancer de la société est perdue pour la société. En partie, en tout cas, parce qu'effectivement, il va donner certaines documentations, certains tips pour éventuellement combler réparer ces vulnérabilités. Mais sa connaissance de l'industrie, son expertise peut être perdue par la suite si jamais il ne reviendrait pas travailler avec la société. C'est pour moi, d'un point de vue de la société, ça peut être un problème. Ouais. Effectivement, merci beaucoup. Et Alguis, parce que tu as un pilier un peu GRC, donc je demande la question pour les prestataires par exemple, côté organisation, alors, client de l'éthique hacking, est-ce qu'il n'y a pas des challenges type compliance par exemple, des conformités avec les lois applicables, les informations à divulguer par exemple? Je ne comprends pas exactement la question. Est-ce qu'il y a des challenges de type conformité avec les lois et régulations internes? Oui, certainement. Ça peut certainement guider un mandat. Non, désolé, j'ai peut-être un peu de difficulté. Peut-être
Donner tes impressions. Oui, ben ça, inspiré. ok, non mais ça, je peux en parler parce que je travaille dans une société donc, qui est dans le complexe militaro-industriel et dans les exercices de pentest, nous sommes obligés de mettre en place des règles très strictes. L'une d'elles, en tout cas, c'est au niveau des outils qui sont utilisés pour les pentests, qu'en tout cas quand ce sont des pentests qui sont contrôlés et pas des exercices de tests de pénétration à l'aveugle aussi pour l'équipe sécurité, c'est que dans ces tests préapprouvés, entre guillemets, on doit faire valider, enfin le pentester doit faire valider les outils. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, si vous travaillez avec le ministère de Défense américain, ben, vous ne pouvez pas utiliser d'outils chinois ou russes, comme vous ne pouvez pas utiliser d'ordinateurs chinois ou même de manufactures chinoises à plus de 25%. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement interdit. La nationalité également, ça peut paraître raciste à certains égards, mais certaines nationalités sont interdites en fonction du secteur d'activité. Et ça, d'un point de vue compliance, ça fait partie en tout cas des règles qui sont en vigueur. Il y en a bien d'autres, mais de prime abord, ce sont les deux premières que je vois là tout de suite. Merci beaucoup. Et donc, en fait, pour gérer l'aspect compliance, donc comment on peut le faire pour un organisme qui veut bénéficier de l'ethical hacking des prestataires? Donc, il faut bien durcir les clauses d'un contrat, je suppose. C'est ça? Pour moi, c'est carrément inconnu, ça. Désolé. Non, mais pas de souci. D'un point de vue compliance, oui. Vous allez être marié pendant une courte période avec une société. Il y a ce qu'on appelle des rules of engagement qui doivent être établis. Et donc, dans ces rules of engagement, il y a tout un tas de règles qui doivent être bien définies pour que tout le monde soit content une fois le rapport obtenu. Mais surtout, dans le cadre des audits, par exemple, un certification body, un auditor body va chercher qui a fait cet exercice. Et si vous êtes en présence d'une personne ou d'un logiciel qui n'est pas autorisé, vous pouvez avoir une amende, tout simplement, ou avoir un warning, ou même pire, si vous travaillez une fois de plus avec le ministère de Défense américain. Je prends cet exemple parce que c'est celui que je connais. Mais effectivement, il y a des règles très strictes, mais ces règles très strictes, au-delà des rules of engagement qui doivent être établies avec la société, elles doivent être établies au sein même de l'entreprise via les politiques de sécurité. Merci beaucoup, Christophe. Donc, en résumé, donc, on a plusieurs possibilités. Donc, soit embaucher des profils en interne, mais là, il faut vraiment fouiller leur CV. Soit freelance, soit prestation, mais gérer surtout la partie contractuelle. Ou bien plateforme bug bounty. Donc, le dernier point, c'est les fallacies et mythes. Est-ce que, dans votre expérience, par exemple, avec un client, vous avez fait votre mission et enfin, vous avez tout livré, donc les livrables, les rapports et tout, et puis le client te dit, c'est tout? Genre, il s'attendait à autre chose. Est-ce que vous avez eu ce genre de situation? Malheureusement, un peu trop souvent. Ça dépend, encore personnellement, ça dépend de qui est le mandataire. Donc, est-ce que le besoin est un besoin de conformité ou un besoin de sécurité? Plus souvent que non, c'est un besoin de conformité. Hein. Et on a une obligation externe, que ce soit normatif. On doit maintenir une certification. On veut recevoir un rapport en Amérique du Nord de type SOC 2, qui est plus axé sur les contrôles. Et parfois des mandats au niveau de la sécurité, mais on veut savoir vraiment, surtout où sont les bobos, où sont les défaillances, tandis que l'autre, on veut un survol formel, où est-ce qu'il démontre que, d'après des catégories déjà préétablies, où est-ce qu'on en est. On veut voir du rouge et on veut voir du vert, surtout du vert. Le défi là-dedans, c'est que ça prend, je crois, des bonnes communications dès le début, et qu'une organisation qui engage une société, freelance, une grosse entreprise, un Big Four, définisse à l'avance. S'il ne peut pas avoir une influence sur le format du rapport, peut certainement avoir une influence sur les communications. Si je donne un exemple, si j'effectue un mandat d'audit moi-même, en tenant le client informé de façon régulière,
Ça aide beaucoup quand vient le temps de déposer le rapport. Il n'y a pas de surprise, autant au niveau du contenu que du contenant et le format. Et plus souvent que non, le client risque de l'apprécier, de l'accepter, même si on s'entend peut-être le mandataire, surtout dans une grande organisation, risque de ne pas être cette personne-là avec qui on peut parler au quotidien. Donc, là, j'ai perdu le train de ce que je répondais, mais au bout de la ligne, en ayant des plus grandes, des communications plus étroites, plus fréquentes, on risque de ne pas surprendre le client à la fin en déposant simplement un rapport, où est-ce que on commence à questionner. Quand on commence à questionner le contenant et le rapport et le format, peut-être on commence à s'accrocher plus sur les points sur les i, les barres sur les t, que sur le contenu qui devrait être l'intérêt principal du rapport. Tu as quelque chose à rajouter, Christophe? Non, très clair sur ce thème-là, très clair. Après, il y a d'autres mythes. Moi, il y en a un que j'aime bien débunker, désolé pour cet anglicisme de plus, c'est on voit le ethical hacker comme quelqu'un qui doit se focus à 100% sur la technique. Et pour moi, ce n'est pas le cas. Je suis assez pointilleux dans mes activités de GRC et en fait, quand je suis à la recherche d'une société ou d'un freelancer pour effectuer des tests de pénétration, quel qu'il soit, la première chose que je regarde, c'est donc bien évidemment les certifications des sociétés, des pentesters qui vont éventuellement travailler sur ce projet, mais surtout un exemple de rapport qui provient de la société. Et le conseil que je peux donner parfois à de jeunes ethical hackers, c'est de travailler aussi bien les soft skills que les hard skills. Dans le sens où pour moi, un bon ethical hacker, ça va être entre 30 et 40% de technique, 10 à 20% de diplomatie, parce qu'il faut savoir mettre les formes quand on communique avec le client par rapport aux findings qui sont trouvés, par rapport à l'interprétation de ces findings, mais surtout c'est la documentation qui pour moi, on peut dire à 50%. Si un bon ethical hacker fait une bonne documentation, il aura 10 temps d'avance sur le marché de l'emploi comparé à un ethical hacker qui peut être très bon techniquement, mais qui va être très bouillant dans la manière d'interpréter les résultats et de la manière de présenter ces résultats. Merci beaucoup, Christophe. Je veux juste rajouter le fait, en fait que les audits ils sont faits dans le cadre soit pour sécurité, soit pour conformité, mais aussi il y a le due diligence ou right of audit. Donc, si vous êtes des entreprises, n'hésitez pas à utiliser ce droit contractuel pour mieux sécuriser vos transactions ou bien vos services avec vos prestataires. Est-ce que vous avez d'autres commentaires ou je clôture? Ok, donc merci beaucoup. Donc notre conférence est arrivée à la fin. Maintenant, on va recevoir vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, s'il vous plaît. Bonjour, Benjamin Commander, je suis formateur et revendeur de solutions PECV. Et mes compétences en sécurité de formation s'arrêtent là où commencent les vôtres. C'est-à-dire que je suis plus sur la partie amont GRC. 27001, vous voyez, etc. Vous avez dit quelque chose de très intéressant en parlant d'analyse de risque. Pour moi, en fait, c'est ça ma question, je voudrais vous interroger sur le fait de la pertinence ou non de faire du pentest ou de l'intrusion en général sans avoir fait l'analyse de risque. Il me semble qu'il vaut mieux être certain de ses valeurs métiers, des actifs critiques qu'on veut protéger, etc. Et de faire cet exercice-là avant de choisir soit un pentester du marché, soit de recruter, etc. Et je voulais avoir vos réactions sur cette mini-réflexion. Alors déjà bonjour. Merci pour cette question. Et oui, l'exercice de pentest n'est pas à mettre à la main de la première société venue qui ne sait pas ce qu'elle doit protéger ou qui ne sait pas ce qu'elle a en sa possession. Dans un premier temps, on ne peut pas savoir quoi protéger, on ne peut pas bien protéger ses assets si on ne les connaît pas. Et dans le même sens, on ne peut pas véritablement demander à un pentester d'attaquer tel ou tel système si on ne connaît pas véritablement son réseau et quelles sont nos forces et nos faiblesses. Bien que si on parle
d'analyse de risque. Et si on prend un exemple bien concret de ethical hacking qui va être les exercices de red teaming, où là en fait c'est un exercice à l'aveugle pour les équipes de sécurité, qui vont non seulement tester la vulnérabilité des systèmes, du réseau de l'entreprise d'une manière générale, mais aussi les capacités de réaction des équipes. Et donc je pense qu'on peut faire cet exercice-là sans forcément bâtir son analyse de risque en premier, parce que ça va être une cartographie générale de la société et des équipes. Mais effectivement, une analyse de risque est toujours un bon commencement avant d'aller plus loin dans d'autres exercices. Et vous dites, excusez-moi, vous dites qu'à l'exception du red teaming qui peut être fait... Je dirais que oui, de mon point de vue, un exercice de red teaming qui va non seulement tester la vulnérabilité des systèmes, mais aussi la vulnérabilité des équipes, le temps de réaction, le temps de détection, le temps de réponse et de mitigation de l'attaque, ça peut être un bon moyen de faire ça sans forcément l'analyse de risque. C'est en tout cas une idée que j'ai sur la question. Merci. J'ai une question, s'il vous plaît, à vous. Est-ce que vous parlez du risque projet de la mission ou bien du risque des findings de l'ethical hacking, du pentest? Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Je pense qu'il parle de l'analyse de risque complète de la société par rapport à quels sont les joyaux de la couronne, qu'est-ce qui doit être protégé, quels sont les risques d'une manière générale, pas forcément. Une analyse de risque préalable du type EBIOS-RM ou NEA. Oui, voilà. D'accord, ok. Donc, en fait, il y a deux manières de faire la chose. Oui, je prends votre question. Deux manières de faire la chose, parce qu'en fait, le cycle de risk management, c'est cyclique. Donc, en fait, c'est comme la poule et l'œuf. Donc, on peut commencer par le pentest et gérer les risques après, inclure les findings du pentest dans le risk management, ou l'inverse. Ou commencer par le risk management et faire, en fait, sortir avec un plan de traitement des risques qui inclut le pentest. Et encore une fois, on fait le pentest, on sort avec des findings et on les inclut dans le registre de risque. D'accord. Okay. Je vous en prie. Je pense que j'avais une question ici au début. Okay. Juste pour rebondir sur ce qu'il a dit. Je sais généralement qu'il y a une différence mineure entre vulnerability assessment et penetration testing. Donc, du coup, pour rentrer dans sa question, est-ce qu'on peut commencer par le vulnerability assessment d'abord avant d'aller dans le penetration testing? Ou bien les deux, pour commencer par le penetration testing et ensuite le vulnerability assessment? Parce que je me dis, le vulnerability assessment va nous permettre d'avoir une cartographie d'une manière d'avoir des risques ou bien des vulnérabilités qui peuvent apparaître dans le système et puis aller plus loin avec le pen testing qui va nous permettre de voir si on peut exploiter ces failles à proprement dit et puis sortir un rapport. Je dirais que ça dépend en fait du scope de ce qu'on veut faire, parce que ce sont deux outils bien distincts, mais en même temps qui se complètent, comme vous l'avez précisé. Donc une fois de plus, il y a plusieurs possibilités dans le ethical hacking. Vous l'avez mentionné, il y a le test de vulnérabilité, enfin la vulnerability assessment, qui peut se faire généralement au travers d'un outil qui va scanner de manière automatique les vulnérabilités d'un système. Après, il y a donc les tests de pénétration. Là, ça va être un expert en cybersécurité, un ethical hacker qui va essayer de mettre à mal un système d'information et voir quels sont les findings qu'on peut exploiter. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Après, une fois de plus, ça va dépendre de la priorité de la société. Il y a un élément qu'il ne faut pas négliger, c'est le coût entre les deux. Et généralement, un test de pénétration va être beaucoup plus cher qu'un vulnerability assessment. Donc le vulnerability assessment, c'est quelque chose que je préconiserais pour les sociétés qui ont peu ou pas de budget, mais qui souhaitent avoir un minimum, qui souhaitent à minima renforcer leur posture en cybersécurité. Si vous me permettez d'ajouter, le fait qu'on reçoit des questions comme celle-ci est un très bon signe. Des mandats de White Hat et d'ethical hacking en soi sont souvent, les mandats de ce type-là sont souvent déclenchés pour des besoins de conformité. Et ce que vous communiquez, c'est que le besoin d'affaires persiste, d'effectuer ces types de mandats-là pour des besoins de sécurité, qui est très encourageant.
Et ces rapports-là, non seulement peuvent aider ces deux besoins-là, mais ils devraient en principe s'entraider. En effectuant un mandat d'analyse de risque ou en ayant un processus organisationnel, de faire des analyses de risque d'entreprise, en principe, ça devrait ouvrir les vouloirs de faire effectuer des tests approfondis et spécialisés. Et ensuite, suite à ces résultats-là, ça devrait, en principe, à moins d'avoir le privilège pour travailler pour une organisation absolument parfaite et sécuritaire, ça devrait nécessiter d'autres analyses de risque peut-être un peu plus spécialisées. Donc, le fait qu'on se pose des questions, est-ce que c'est un intrant, est-ce que c'est un extrant, je crois que c'est oui dans les deux cas. Monsieur, vous avez une question? Oui. Je m'appelle Jamel Nagati et je suis formateur PCB et partenaire. Sauf j'ai voulu rajouter quelque chose concernant l'ethical hacking. J'ai bien vu que l'ethical hacking, c'est une mission, une petite mission, pour dire, bref, restreinte parmi une grande mission importante qui la sécurité in depth. C'est une sécurité en profondeur. Vous savez que les entreprises, quand ils ont un périmètre bien défini, ils doivent protéger leur périmètre, tout le périmètre, en allant de l'extérieur vers l'intérieur. Pour cette approche-là, donc c'est une sorte d'audit, disons, de sécurité approfondie qui on appelle parfois audit technique ou bien audit documentaire, ou puis parfois on l'appelle, disons, audit de vulnérabilité, etc. Et ça compose de différentes phases, différentes parties. Surtout, on parle de ce qu'on appelle la partie organisationnelle, donc on va comprendre comment le fonctionnement de l'organisme, les chapitres, disons, de la 27002 peut nous aider là-dessus, surtout la 5, la 6, de l'ancienne, disons, tout ce qui est ressources humaines, tout ce qui est compétences, sensibilisation, etc. Et puis, on passe par la partie technique, donc on doit avoir une idée claire sur tous les segments de l'entreprise concernant, disons, tout ce qui est, disons, les ports ouverts, la vulnérabilité, etc. On peut utiliser, que ce soit donc, des checklists, on peut utiliser, par exemple, des outils de vulnérabilité, on peut utiliser d'autres outils, par exemple, pour vérifier, par exemple, que ce soit, par exemple, les ports ouverts, etc., comme un PAP, on peut utiliser Nessus, Expose, donc d'autres outils qui sont donc exploitables. Et puis, obligatoirement, on doit passer par le risque aussi, la gestion de risque. Donc, la gestion de risque, donc, il faut bien identifier le risque, hein, il faut bien l'analyser, l'évaluer, et puis prendre dans le risque. Donc, nous avons des actions bien définies à mettre en place, comme par exemple le patching, pour patcher les systèmes, disons, pour mettre à jour vos systèmes, pour implémenter, par exemple, des solutions dans votre réseau ou votre système. Donc, c'est un plan d'action. Entre autres, dans ce plan d'action, ça peut être, par exemple, une mission, une brève mission de hacking, de ethical hacking, disons, pour hardening, c'est pour vérifier si notre système est résistant, par exemple, aux attaques externes et aussi aux attaques internes. Donc, ici, il y a un ensemble, disons, d'actions qui, je pense que toute entreprise est demandée de faire avant même de passer à tout ce qui est ce qu'on appelle l'audit de certification internationale et avoir la certification, etc., qui est une couche un peu supérieure. Donc, ça montre donc, une mission, par exemple, d'ethical hacking et aussi l'audit de vulnérabilité. Parce que, imaginez-vous, je suis en train d'essayer de faire mon ethical hacking sur, je ne sais pas, un périmètre bien défini de mon entreprise, alors que j'ai des failles énormes à l'intérieur. Oui, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut passer à la question, s'il vous plaît? Non, c'est juste que j'ai voulu ajouter, en ce qui concerne, disons, l'ethical hacking, c'est comme, disons, une partie, donc un composant, je peux dire que c'est important, disons, toute une mission à considérer. Okay. Merci beaucoup.
Si vous me permettez, c'est simplement pour ajouter de quoi, vous donner une perspective. L'utilisation d'un cadre comme ISO 27001 utilise justement, si j'ai bien compris le commentaire, les résultats de mandats de tests technologiques pour gérer son système de management. Et oui, en effet, je vois qu'il y a une grande valeur, mais l'information n'est pas prise de façon démesurée. Ça fournit des informations pour pouvoir ensuite alimenter notre analyse, notre gestion de notre environnement. Et au niveau au plan de conformité, je vois une très grande valeur là-dedans, mais c'est un intrant parmi eux. Je ne sais pas si on a encore 5 minutes ou... Oui? Merci. Monsieur, au fond, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je me présente, Soufiane Tazarek, je suis auditeur de sécurité, je travaille chez le groupe Orange, et je suis également formateur et un vendeur de BECD. En fait, j'ai une question, tout à l'heure vous avez évoqué les soft skills et les hard skills pour un pentester. En fait, il se trouve que moi, dans mon métier, je fais de l'audit à la fois fonctionnel et technique. En fait, Orange, le groupe Orange en fait, audite tous ses partenaires avant de signer les contrats, et donc en fait, on fait des audits de maturité basés sur la norme 27001 et également en fait des pentests. Notre difficulté aujourd'hui justement c'est d'employer des white hackers qui maîtrisent à la fois la partie technique et la partie fonctionnelle. La question est-ce que du coup vous avez cette, on va dire cette difficulté également que vous observez sur le marché et est-ce que vous avez, on va dire, vu une tendance de ce type-là, qu'on demande des choses plutôt fonctionnelles à un pentester plus qu'avant, donc c'est une tendance qui est en train d'évoluer. Très bonne question, merci beaucoup. Oui, c'est une tendance que j'ai remarquée. Il y a un gros déficit au niveau fonctionnel. Et malheureusement, le marché, avec l'explosion de la demande, il y a de plus en plus de jeunes qui rentrent sur le marché. C'est très bien. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent aller vers le ethical hacking. C'est formidable parce qu'il y a une très forte demande. Mais ils vont se focus sur le côté technique uniquement. Et malheureusement, à mon niveau, à part donner des conseils et parfois des exemples de documentation en étant bien évidemment en cachant toutes les informations confidentielles ou en prenant sous mon aile certains ingénieurs cybersécurité avec qui je peux lire tel ou tel rapport en disant ben voilà, ça tu aurais pu faire ça de telle ou telle manière. À mon niveau, je ne peux pas faire grand chose. Par contre, au niveau éducationnel, parce qu'il y a de plus en plus de formation, de certification, il y a également les universités qui s'y mettent. Dans ce cas-là, il faudrait inculquer le savoir-faire de mettre en place de bonnes documentations, de bons reporting, mettre en place plus de soft skills dans les cours. Ça, c'est quelque chose qui peut et qui devrait se faire. Mais je ne pense pas que ça se fait de manière suffisante à l'heure actuelle. C'est le moment où est-ce qu'il y aura des organisations comme PECB qui n'auront pas simplement des programmes de certification pour être maître auditeur ou lead implementer, lead auditor, mais peut-être il faudrait contacter du monde de PECB pour demander s'ils vont faire des certifications pour maître communicateur. Oui, très bonne idée. Ou maître documentaire. Très bonne idée. Donc encore 3 minutes. Madame, s'il vous plaît. Je prends le point, juste pour accélérer un peu.
Donc en fait, je préfère que en fait, l'entreprise doit faire un CPS très clair pour définir en fait les scénarios du pentest et tout, donc les livrables, tout le mettre à blanc. Et aussi en fait pour les garanties, on peut se servir des contrats, donc les clauses contractuelles. Pour tout ce qui est compliance, pour tout ce qui est service, etc. C'est mieux de le gérer au niveau des contrats. Je ne sais pas si vous avez des commentaires. Oui, sur la partie recommandation, en fait, c'est quelque chose que je demande auprès de mes prestataires. C'est quelque chose qui est pour moi obligatoire dans le choix de mon partenaire. S'il ne met pas également non seulement les vulnérabilités, mais aussi les manières de remédier à ces vulnérabilités, pour moi, ça n'a aucun sens. Il a réussi à trouver cette vulnérabilité, ça veut dire qu'il sait comment la résoudre. Donc à partir de là, je veux cette information. Après, pour le transfert des données, malheureusement, à part mettre en place une Secure Box, Virtual Secure Box, où le prestataire va pouvoir mettre dessus ses reportings, ou mettre en place un espace sécurisé type SharePoint avec un accès bien contrôlé, il y a peu de solutions. Et après, malheureusement, c'est aussi au bon vouloir du prestataire de fournir un certificat comme quoi il a supprimé les données. Moi, c'est quelque chose que je demande dans mes clauses, c'est-à-dire au bout de 30 jours, une fois que les éventuelles questions que j'ai pu avoir ont été répondues, je demande d'avoir une confirmation de destruction des données. C'est juste un morceau de papier, mais dans le cas d'un incident de sécurité ou d'un data breach, si je peux me retourner contre le prestataire pour vérifier si effectivement il y a eu fuite de données ou pas, parce qu'effectivement il a signé ce morceau de papier, donc il a dû supprimer toutes les données. Donc peut-être qu'elles se trouvent quelque part ou pas. Mais voilà, on ne peut pas aller trop loin non plus dans la demande auprès des prestataires. Peut-être que ça changera plus tard, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de solution. Merci beaucoup. Si je pourrais simplement ajouter rapidement, la réception des recommandations, je suis parfaitement d'accord et arrimé. Il y a une très grande valeur à ça. Il est très possible que le mandaté, l'expert qui fait les tests, n'aura pas simplement le skill set pour pouvoir fournir des recommandations parce que la personne est certifiée au SCP, il trouve des faiblesses, il a ses outils, il se retrouve sur les manches et elle trouve de quoi. Et on a des inclusions dans un rapport. Mais les corrections, à part peut-être des vulnérabilités qui sont découvertes, qui sont de type classique ou est-ce que leur outil fournit déjà les recommandations comment les corriger parce que c'est des applications qui sont déjà bien connues ou des systèmes d'exploitation qui sont rodés. C'est beaucoup plus facile pour avoir des recommandations à ce niveau-là que quand on fait une analyse sur une application web où est-ce que vraiment on se dépend énormément sur les compétences, les connaissances et le développement du code par un individu. Donc, si vous le mettez dans le mandat que ça vous prend des recommandations aussi, c'est peut-être pas possible avec le mandaté en question, mais peut-être avec cet intrant-là, à votre prochaine intervention, vous pourrez poursuivre cette avenue-là et peut-être vous trouverez les résultats que vous recherchez. Oui, madame, dernière question. Bonjour, alors je suis avocate et DPO certifiée et défenseur en droit. Pour le piratage éthique et white hackers, quelle est la formation juridique qui est requise par le technicien qui fait l'appel à le test de pénétration qui l'habilite à être éthique? Oh boy! Oh boy! Oh boy! Pour vous dire, j'ai une expérience avec une société qui est très connue en monde d'aviation. Elle n'accepte pas de contracter ou d'avoir une relation avec un white hacker. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'une fois qu'il est in, on ne peut plus le faire sortir. C'est-à-dire qu'il peut s'engager à ne plus faire des intrusions, mais quelle est l'assurance pour elle? Quelles sont les obligations qui peuvent le... Il n'y a pas de texte de loi qui l'oblige, ni de texte pénal, ni d'autres textes. Alors, pour nos confrères en France, il y a une loi qui protège les hackers depuis le 7 octobre 2016. Donc seulement Non, les ethical hackers sont protégés depuis quelques années seulement. Après, les sociétés, il y a toujours un risque d'avoir des insider threats. C'est quelque chose qui existe et pas uniquement dans les ethical hackers. Si on prend la terminologie ethical hacker, c'est quelque chose qui est assez amusant parce qu'un hacker, dans l'imaginaire des gens, c'est un criminel. Et donc, on demande à un criminel d'être éthique. Et le problème ici, en France et en Belgique, en tout cas, c'est cet oxymore qui, pour reprendre les mots de Pierre Corneille, l'obscure clarté, n'a aucun sens. En fait, on n'est pas un hacker. On n'est pas un criminel en étant hacker. Un hacker, c'est un bidouilleur.
si on prend l'étymologie exacte. Et ce qui va changer entre un hacker éthique et un hacker non éthique, c'est justement son mindset, le fait qu'il fait ça pour le bien commun. Et malheureusement, il n'y a pas véritablement d'assurance pour une société en embauchant un ethical hacker de dire bah, ok, je suis protégé. La société est protégée des insider threats, comme elle est protégée d'un employé qui décide de couper les câbles du switch réseau et il met la... Ça revient au même, c'est juste que les outils sont différents. Mais il n'y a pas véritablement de protection si ce n'est la bonne gestion des employés. En tout cas, à mon sens. Est-ce que vous avez d'autres... Oui. C'est trop vrai. L'historique du ethical hacking, ça vient de quelque part. Hein? Quand le terme provient des activités qui sont indésirables, on risque de mettre une étiquette sur ce type d'activité-là et le nom persiste. Donc, je crois que c'est une excellente question qui mérite une excellente réponse. Et je crois que les excellentes... il y en a plusieurs d'excellentes peut-être réponses qui risquent de malheureusement pas répondre. Excusez-moi, c'est dans le cas côté pratique, nous, on a un problème parce que quand on veut présenter ces services à une société, il faut les convaincre, leur donner le minimum d'assurance que ça sera pour une seule fois. Quand vous avez commencé votre conférence, vous avez dit un mandat qui est limité dans le temps et dans le contexte. Oui. C'est-à-dire, c'est pour quelques heures et pour ces activités-là. Mais il peut très bien, le white hacker, essayer de dire que vous avez d'autres failles, bien que ça ne relève pas de sa mission. Et essayer de les souligner. Et une fois qu'il est dans le système, comment on peut Bien. En fait, vous donnez des accès, par exemple dans le cadre d'un pentest, et on va terminer là-dessus, dans le cadre d'un pentest, vous donnez des accès, on va dire, temporaires au pentester. Donc vous allez l'autoriser dans le cadre qui est inclus dans le scope du contrat. Et voilà, après, on va arrêter là parce qu'on a déjà débordé. Si vous voulez, on pourra en discuter juste après. Mais voilà, c'est généralement, on donne des accès temporaires au prestataire qui va effectuer. Et c'est malheureusement un des grands mythes aussi du ethical hacking. Un ethical hacker ne va jamais nuire à votre business. Il est là pour augmenter la posture de sécurité et également combler vos besoins en conformité. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin. Je vous remercie encore une fois et voilà, à la prochaine. Merci beaucoup.